Nous, on avait interdiction de s'approcher des lacs, parce que c'était dangereux. L'eau, jusqu'à très récemment, était l'ennemi. Donc la zone humide était vue comme quelque chose de mal. C'est quelque chose effectivement qu'on comble, qu'on assèche. Ouais, moi, au départ, c'était un vide, quoi. C'était un vide qui n'était même pas boisable. C'est un endroit où c'est gorgé d'eau. Et dès que tu marches dans l'eau, Il faut y mettre les pieds dedans pour vraiment découvrir le rôle. Ce n'est pas que de la boue et de l'herbe et puis des clôtures. C'est la rencontre entre l'eau et la terre. Un corps humain pose 80% d'eau, donc je veux dire, tout ce qui représente la vie, c'est par le biais des zones humides, donc c'est vraiment quelque chose de très important. En fin de compte, c'est des mini châteaux d'eau. Et l'eau, elle part jamais, même s'il fait très chaud. Et puis l'été, ça diffuse comme ça l'eau de façon régulière, ça soutient ce qu'on appelle les étiages. La zone humide que l'on pensait de rien valoir, elle a une richesse énorme. Et c'est pas des arbres, c'est autre chose. Pour moi, c'est une richesse, oui. Aussi importante que la forêt elle-même et les arbres, quoi. Et il faut les préserver pour qu'elles ne disparaissent pas, c'est déjà une première chose. La zone humide est la quintessence de la biodiversité. J'ai envie de dire que c'est celle qui donne le plus envie au départ et celle où il y a le plus à apprendre à la fin. Et la zone humide, c'est la vie. Marais, mares, tourbières, saligues, trous d'eau, barthes. Les zones humides ont longtemps eu mauvaise réputation. Captées, asséchées, entre urbanisation galopante et les besoins agricoles de surface arable, on estime qu'en un siècle, 2/3 de la surface des zones humides ont disparu en France. Certaines zones humides, jugées insuffisamment productives, ont subi une forte déprise agricole dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec pour conséquence la fermeture du milieu et une perte de leur rôle et intérêt. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 15% des zones humides des coteaux basques et béarnais ont disparu depuis 2000. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel dans la régulation des grands équilibres de la nature. Ainsi, elles se font zone tampon lors de crues soudaines, puis réservoirs d'eau assurant l'étiage des cours d'eau en aval tout au long de l'année. Elles se font dépollueuses en recyclant les nitrates agricoles ou des bassins d'épuration, contribuant à la bonne qualité des eaux. Enfin, ce sont des creusets de vie d'espèces caractéristiques et rares, parfois endémiques et protégées, mais aussi des refuges pour une faune subissant la pression des activités humaines. Toutes ces fonctions essentielles ont motivé le législateur à protéger les zones humides encore fonctionnelles. La cellule d'assistance technique zone humide des Pyrénées-Atlantiques participe à cette mission de sauvegarde. Quels sont les principes d'intervention de la cellule d'assistance technique ? Le premier des principes qui est fondamental et qui est important pour l'ensemble de nos partenaires financiers, c'est la gratuité des services. Le deuxième principe, c'est d'être sollicité, c'est-à-dire il faut qu'on reçoive une sollicitation officielle d'un propriétaire ou d'un gestionnaire. Ensuite, comment vont se dérouler les missions de cette cellule d'assistance technique ? On va répondre quand même avant tout aux besoins des propriétaires et gestionnaires, pourquoi ils nous ont sollicités, quelle est leur motivation première. Et pour ce faire, on va réaliser une expertise ou un diagnostic de la zone humide. Donc on va leur apporter la connaissance dont ils ont besoin pour cerner tous les enjeux qui concernent cette zone humide, les enjeux de conservation ou de restauration de ces zones humides-là. À la suite de ces expertises, on peut intervenir en mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on va accompagner le porteur du projet, on va l'aider à trouver des financements pour monter son projet de restauration de la zone humide. Et on l'accompagnera ensuite dans la maîtrise d'œuvre de ce projet-là, c'est-à-dire dans le suivi des travaux, dans la réception des travaux. Dans le même temps, en parallèle, on va développer des missions aussi de suivi et de veille écologique. Donc mettre en place un suivi sur la zone humide. Ça peut être un suivi de la végétation ou le suivi d'une espèce qui est vraiment très importante et qui indique un certain nombre de choses sur la zone humide. Et puis on fera aussi un bilan régulièrement de ce suivi pour apporter aussi des informations, des éléments sur l'impact réel des travaux qui ont été réalisés sur ces zones humides. Depuis 2003, l'Agence de l'eau Adour-Garonne et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques accompagnent le développement des missions de la CATZH 64.
L'agence de l'eau a un rôle de mise en œuvre d'une politique de bassin. Mise en œuvre d'une politique de bassin et mise en œuvre d'une politique nationale. On soutient les politiques de l'eau qui sont issues de la directive cadre européenne, des politiques nationales déclinées en bassin. On soutient aussi des projets Natura 2000, politique européenne. Et donc on assure le financement. L'agence de l'eau, même si conceptuellement peut être maître d'ouvrage, ce n'est pas du tout son rôle. Alors ces cellules d'assistance technique, leur intérêt, je dirais, réside à la fois dans une approche pragmatique et puis une approche aussi experte. La cellule technique que nous avons mis en place avec des techniciens du Conseil général, des gens de grande valeur, qui ont pris ça à bras le corps et qui ont remis en place, qui ont fait revivre tout cela, ces zones qu'on avait négligées. Mais il fallait le faire surtout avec les partenaires, comment dirais-je, les partenaires qui sont sur place. Les gens qui vivent autour de ces zones humides, les gens qui connaissent ces zones humides. Peut-être qu'ils les ont laissés passer, mais si vous leur en parlez, ils vont vous raconter des histoires fabuleuses là-dessus. Donc effectivement, on ne peut pas faire ça. Avec cette cellule technique qu'on a mis en place, on ne peut pas le faire si on n'a pas les acteurs de terrain. L'intérêt aussi de ces structures réside dans l'animation et la sensibilisation. C'est aussi un sujet très important, de façon à ce que, surtout auprès des élus, des collectivités qui peuvent être des gestionnaires potentiels, on puisse leur faire comprendre que la gestion des zones humides, ce n'est pas très compliqué, moyennant, ce n'est pas très cher, pourvu qu'on soit encadré et qu'on se dote des bons moyens techniques et des bons moyens de suivi des milieux. Donc là, c'est le rôle important justement de ces assistances techniques et de ces animations qui permettent aux élus d'être sensibilisés à ce sujet-là. Ces dernières années, ces deux partenaires historiques de la CATZH 64 ont été rejoints par le Conseil régional d'Aquitaine et le Parc national des Pyrénées. Aujourd'hui, la CATZH 64, animée par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine, est forte de 60 adhérents, propriétaires privés, gestionnaires et collectivités territoriales. Elle intervient sur une trentaine de sites représentant 250 hectares de zones humides sur le département des Pyrénées-Atlantiques. La cellule continue l'inventaire de ces territoires fragiles et par des actions de communication et de concertation, recrute de nouveaux adhérents. À travers des formations, des journées d'échanges annuelles, de son site internet et de son bulletin, elle renforce le réseau des propriétaires et gestionnaires des zones humides en contribuant à la diffusion des connaissances et au partage des expériences. Les zones humides sont fragiles. Une intervention des hommes est souvent nécessaire pour assurer leur pérennité. La CATZH 64 aide les gestionnaires à trouver les moyens nécessaires à la restauration des zones humides. Dans ce cadre, elle organise et coordonne régulièrement des chantiers. Donc ici, nous sommes sur une zone qui a beaucoup d'enjeux environnementaux, puisque c'est une zone classée Natura 2000, c'est une SNIEF, il y a toutes les strates environnementales qui ont pu être inventées par l'homme, viennent se superposer sur ce site-là. Donc on avait forcément, si on devait intervenir sur ce site, on avait besoin d'une expertise technique et d'un avis technique. Donc on a fait appel à la CAT. Oui, nous sommes donc venus avec deux classes de BTS Gestion et Protection de la Nature, deuxième année. Et l'intérêt ici est que nous avons un site qui mérite d'être préservé, où c'est difficile de venir avec des matériaux et des instruments lourds. Donc ils ont procédé à de l'arrachage manuel de plantes invasives. L'intérêt a été double, et d'arriver à préserver le milieu, et d'enseigner aux jeunes des méthodes pratiques. Et il me semble que ça leur a beaucoup apporté. Donc là, il y a les copains qui sont allés sur l'embarcation pour aller sur l'îlot avec le peuplier, pour couper les cirpejons, qui sont une plante un peu envahissante qu'on voit dans la brouette là. Et donc voilà, ça a tendance à prendre un petit peu tout le milieu, donc on va réouvrir tout ça avec les bêches. Comment ça se fait qu'il y a longtemps ? Il y a très peu de profondeur d'eau, donc du coup la lumière arrive jusqu'au fond du plan d'eau, donc du coup ça permet le développement des arbres. C'est pour ça qu'ils repoussent bien. Les jarrages de l'âge du cible. Elle a été introduite et à la base c'était pour l'aquariophilie je crois. Ça. Et elle a été introduite et puis maintenant elle élimine la flore locale, quoi. Plus haut en montagne, l'enjeu était de préserver la quiétude du bétail en estive. La CATZH 64, tout en accompagnant la demande initiale, a su mettre les tourbières incriminées à l'abri des troupeaux et ainsi préserver leur avenir,
tout en tenant compte des enjeux économiques des éleveurs. Et bien là, on se dirige vers la tourbière d'Archilondo. Donc c'est une des tourbières les plus intéressantes du département des Pyrénées-Atlantiques, une des plus grandes aussi. Avec une particularité, c'est que toute l'eau s'évacue en fait sur le bassin versant de l'Èbre. Les premières demandes ne sont pas venues de la collectivité, mais sont venues des bergers. Et les premières demandes aussi n'étaient pas tellement en fonction d'une protection de tourbières, mais plutôt d'une protection de troupeaux et d'animaux. En fait, les éleveurs se sont plaints sur le fait que des animaux rentraient dans des trous qui s'étaient faits au milieu de la tourbière, et les animaux rentraient dedans et donc mouraient puisqu'elles ne pouvaient plus sortir. Il faut dire que les tourbières, elles étaient là, elles ont toujours été là, et c'était vraiment pas là. C'était pas une préoccupation de la commission syndicale. On se disait bien qu'on ne pouvait pas intervenir sur des tourbières comme ça et qu'il fallait passer par des spécialistes. Et donc sont venues les premières expertises et puis après la réflexion, les travaux. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était un objectif finalement qui rejoignait celui-ci, c'était protéger les zones humides les plus vulnérables et celles qui souffraient d'un surpiétinement. Donc surpiétinement essentiellement causé par le gros bétail, donc les chevaux et les vaches. Donc on a mis en place à partir de 2008-2009 deux types de mise en défense. Vous avez une mise en défense totale, c'est-à-dire que là aucun bétail ne peut pénétrer dans l'exclos, et des mises en défense sélectives où là en fait on laisse, il y a une possibilité pour les ovins, donc pour les brebis, d'accéder à ces zones pour les entretenir. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que par exemple, les zones qui avaient été érodées par le bétail, notamment le gros bétail, donc le sol qui avait été érodé avec des espèces de cratères, des dépressions qui avaient été formées par le gros bétail, toutes ces zones ont finalement cicatrisé, en grande majorité. Donc la végétation a repris ses droits. Recenser, affiner les connaissances, faire circuler l'information, mettre en relation et comparer les pratiques. Les restitutions sur le terrain sont un des moments privilégiés de la vie du réseau pour échanger les expériences entre les divers acteurs du terrain. Quand on a fait l'aménagement de la forêt communale de Béos, donc on a été demandeur effectivement d'avoir une expertise, parce qu'effectivement on avait déjà ciblé qu'il y avait des zones humides. Et pour éviter de faire toute bêtise, donc on a fait venir des spécialistes, donc vous faites partie. Hein. Moi je suis un généraliste quoi, hein, en tant que forestier, mais après les zones humides, ça on ne sait pas faire. Quoi. Justement, bon, une mise en défense, on a parlé de ce matin de pompes à museau, voilà, des trucs comme ça, voilà, tout ça nous on ne sait pas faire. Quoi. Voilà. Après, effectivement, nous le problème on n'est que des gestionnaires. Derrière il y a un propriétaire, c'est la commune. Et si le propriétaire n'a pas cette volonté de faire bien, ben, nous on est un peu bloqués. Les zones humides, le département des Pyrénées-Atlantiques en connaissent quand même pas mal, une surface importante, un nombre important, et qu'on faisait ensemble le constat qu'il était difficile de tous les protéger et qu'il fallait absolument réfléchir à un autre système. Alors un système plutôt d'animation, c'est pour ça qu'on l'a intitulé cellule d'assistance technique, vraiment de l'animation auprès des propriétaires, mais aussi des gestionnaires, pour essayer de les convaincre d'entrer dans une démarche un petit peu partenariale et pour préserver finalement le patrimoine dont ils sont détenteurs. L'idée était quand même assez ambitieuse et pour vraiment que le système fonctionne, eh bien, il y avait besoin d'acteurs sur le terrain et d'animateurs, d'où l'intérêt effectivement d'aider le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine dans ce cadre-là. J'accompagne techniquement et puis donc aussi au niveau montage du dossier financier la cellule d'assistance technique des Pyrénées-Atlantiques depuis 2006. C'est un outil technique et d'animation particulièrement intéressant pour l'Agence de l'eau et d'autres cofinanceurs de ces programmes.
effectivement pour que l'action ait une envergure intéressante et qu'il y ait un résultat qui soit pertinent. On trouve effectivement que la philosophie est très proche de celle de conduite dans le cadre des ENS, puisque la politique conduite dans le département des Pyrénées-Atlantiques vise à ne pas forcément déposséder les gens de leur patrimoine, mais plutôt les sensibiliser sur, encore une fois, le patrimoine dont ils sont détenteurs, dépositaires, garants aussi. On pense philosophiquement que ici, ce sont les locaux qui détiennent les clés justement de la préservation de leur patrimoine. On est citoyen d'un espace et puis cet espace, il faut le gérer en bonne entente. C'est ces liens-là qu'il faut savoir faire entre collectivités, élus, agriculteurs. Et puis là au milieu, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour transmettre un peu d'intérêt de ces sites aux autres. Changer aussi l'image de la zone humide, c'est notre rôle au quotidien. Et nous, on ne fera rien qui ira pour perturber ce milieu-là. C'est en travaillant ensemble, effectivement, qu'on peut enlever toute ambiguïté et puis voir qu'on a des choses vraiment à faire ensemble. Si on ne fait pas ça, voilà, on ne prépare pas l'avenir,